Bienvenue sur le podcast One Health en action. One Health for everybody and everywhere. Une seule santé pour tous et partout. Première série. One Health, One Ocean. Une seule santé, un seul océan. Pour une cohabitation harmonieuse entre les humains, les animaux et la nature. Podcast produit par Aloïs Ken. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo du podcast One Health en action. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui mon premier invité, Hervé Rahimana l'Allemand Moé, qui se trouve actuellement à Tahiti, en Polynésie française. Yaorana Rahimana. Yorana. Et un grand merci en Maororoa d'être parmi nous avec le décalage horaire pour inaugurer ce podcast. Il m'a en effet semblé vraiment important de commencer cette série consacrée à la santé de l'océan avec un intervenant qui habite en Outre-mer, car il faut quand même le rappeler, si la France possède le deuxième domaine maritime le plus étendu au monde, après les États-Unis, eh bien c'est grâce à ces Outre-mer, dont la Polynésie française, qui est bercée par l'océan Pacifique, et qui a des eaux très riches en ressources biologiques et minérales qu'il convient de protéger. Alors, Rahimana, donc nous allons nous tutoyer puisque nous nous tutoyons dans le cadre de notre collaboration et c'est quelque chose d'assez également courant en Polynésie. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, leur expliquer finalement ton parcours, tes fonctions et surtout tes travaux de recherche? Oui, merci beaucoup. Donc encore une fois, bonsoir, Yorana. Donc, petite présentation, rapide, bon, je suis docteur en droit public, de l'université de la Polynésie française. J'ai, passé un 3e cycle aussi à l'université de Bretagne occidentale. Bon, d'ailleurs, c'était un DEA sciences juridiques de la mer, donc ça touche au sujet et aussi un LLM à University of South Pacific, c'est l'université, du Pacifique au Vanuatu et à Fidji. Au niveau professionnel, bon, c'était globalement des fonctions de conseiller, hein, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de la Polynésie française, au gouvernement de la Polynésie française et à l'Autorité polynésienne de la concurrence et jusqu'à il y a très peu de temps, ça date de quelques jours, j'étais à titre principal, conseiller spécial environnement à la vice-présidence de la Polynésie française, mais il y a eu un remaniement ministériel, très, très, récent. Bon, en parallèle, je continue mes fonctions de chercheur associé à l'université de la Polynésie française, au laboratoire, gouvernance et développement, insulaire. Bon, je suis aussi rattaché au Centre de droit international de Lyon 3 et bon, ça fait très, très longtemps, mais je suis toujours chargé d'enseignement à l'UPF, hein, dans cette même université, hein, ça fait un petit peu plus de 15 ans. Et justement, ce remaniement ministériel me permet de travailler un petit peu plus sur mes recherches, des recherches qui portent sur, le droit des outre-mer, bon, plus particulièrement la Polynésie, bien sûr, le droit international général et le droit de, l'environnement. Et puis, en parallèle, c'est un peu plus anecdotique, hein, j'ai une petite chaîne de YouTube de vulgarisation juridique, Jurismana, sur laquelle je travaille depuis 2016. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors effectivement, on parlait de Tahiti. Depuis l'annonce des Jeux olympiques en France à l'été 2024, les projecteurs ont finalement été braqués sur Tahiti dans le cadre de l'épreuve de surf. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette situation? Oui, oui, tout à fait.
Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, finalement, d'éléments médiatiques sur, les jeux olympiques et surtout sur, la presqu'île de Tahiti et plus particulièrement le spot de surf qui, a été choisi, Te Ahupu'o. Alors Te Ahupu'o, c'est un lieu vraiment réputé, pour le surf depuis quasiment toujours et à titre contemporain, on en a entendu parler depuis, la fin des années 90, début des années 2000, hein, parce qu'il y a eu une compétition de surf qui s'est mise en place, la Billabong Pro, bon ça a changé de nom depuis lors, mais c'est vraiment un lieu qui est, culturellement fort pour les Polynésiens. Alors, donc c'est pas uniquement du sport, c'est aussi, culturel et d'ailleurs, la vice-présidente, quand elle était encore en place, en parlait, assez souvent, hein. C'est des discours qu'on peut retrouver, très facilement, sur internet, sur le site de la présidence pour, parler finalement de Te Ahupu'o comme un des lieux dans le Pacifique, un des lieux parce qu'il y a différentes origines finalement du surf, de ce qu'on appelle nous le Hurue ou le Fa'ahe, et une des origines justement du surf, c'est Te Ahupu'o et finalement, c'est une jeune femme de haut rang, hein, qu'on nomme, Vehiatua, Itemat'ei et donc c'est la fille des vents, en réalité et donc cette, jeune femme de haut rang, c'est elle qui a en quelque sorte, transmis le surf, qui pratiquait le surf il y a, très longtemps sur le spot de Te Ahupu'o, un spot qui est aussi, considéré quand même comme, sacré. Parce que, c'est une passe sacrée, la passe de Hawaï. Donc il y a une vague qui avait plusieurs noms, mais qu'on nommait aussi, Taravo, hein, qui est en lien avec finalement, une divinité, locale, requin, Vavao. Et donc il y a un caractère sacré, qui, certes est global pour les Polynésiens, hein, mais un caractère sacré spécifique aussi, au lieu, à cette passe, à cette vague, et à l'océan plus globalement. Alors donc du coup, pour revenir aux Jeux olympiques, hem, on a des travaux pour les Jeux olympiques, hein, et il y a eu peut-être un manque d'information, du public par rapport à ces travaux et du coup ça a défrayé la chronique, ça a effrayé fortement les associations locales sur tout ce qui, était, potentiellement dommageable sur ce lieu et sur cette, mythique vague, hein. On parlait au début, d'une énorme tour, en 3 étages, de pyramide inversée, hein, enfin vraiment énorme avec, 72 pieux à 4 mètres de profondeur pour installer cette tour. Heu, Aucune étude, sur le risque d'atteinte, au milieu et a fortiori sur, la vague elle-même. Et avec cette problématique de canalisation, sur 600 mètres avec l'eau, les eaux usées, l'électricité, la fibre et surtout le fait qu'elle devait accueillir une centaine de personnes, hein, à présent c'est beaucoup moins, et donc ça a fortement poussé les associations à intervenir en l'espèce pour protéger en fait, lieu, tout à fait particulier. Oui, bien sûr. Donc effectivement, alors on comprend aussi, alors, d'un côté que le récif corallien et puis, de l'autre avec le côté sacré dont tu parlais, donc cette fameuse construction effectivement de la tour des juges. On sait que les travaux avaient été interrompus donc au mois de décembre 2023, que, la barge qui, devait transporter la tour avait brisé une partie du corail. Donc une association avait filmé aussi, l'incident et le parquet de Papeete, avait décidé, d'ouvrir une enquête donc fondée sur un article du code dans l'environnement qui, prescrit finalement des interdictions, en matière d'atteinte à l'espace naturel et cette enquête, elle avait été confiée, aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, donc l'OCLAEPS, aux gendarmes de la brigade, de Taravao. Donc est-ce que tu peux nous dire finalement, ce qu'il s'est passé ensuite? Est-ce que ça a abouti à quelque chose cette enquête? Alors effectivement, les juridictions avaient été saisies, enfin en tout cas les autorités, publiques, judiciaires. Hem
Il faut commencer par, énoncer qu'on se situe sur une zone qui est finalement assez peu définie, hein, le lagon. Alors, bon, juridiquement, c'est plus les eaux intérieures, parce qu'on est une île dotée d'un récif sur Tahiti, hein. Donc on prend le littoral, on va jusqu'à la barrière externe du récif et on a ces eaux intérieures, ce lagon, et il faut commencer par énoncer que, finalement ce lagon, il n'est pas protégé, par nature. Donc il y a pas de protection sectorielle sur le lagon. Et finalement, il en est de même pour le corail, pour le récif, hein. Bon, alors qu'on parle de patates isolées ou de barrières récifales en tant que telles, on n'a vraiment aucune protection sectorielle en l'espèce. Il y a une seule exception, hein, c'est, une délibération de 1990, donc relativement ancienne et autonome, qui est relative à la protection du corail noir, hein, le Aïtomiti. Et bon alors, c'est une interdiction globale de finalement, de le toucher, de le transporter, de le détruire. Enfin, c'est très, très général, c'est sanctionné par une contravention de 5e classe. Bon, c'est pas, quelque chose, même si c'est une la plus grande contravention finalement, c'est pas grand-chose. Mais il faut, constater qu'il y a pas de Aïtomiti, hein, dans la zone de Teahupo'o. Bah, du coup, en fait, il s'est absolument rien passé après, parce que si on n'a pas de protection sectorielle spécifique, que ce soit pénale, administrative, et qu'il n'y a pas de Haïtomiti dans la zone des TRO, bah, du coup, il n'y a pas eu de poursuite parce qu'il n'y a pas de base légale suffisante pour la protection. Alors, il y a quand même eu des bureaux d'études qui, finalement ont fait, enfin, ont diagnostiqué, la zone par rapport aux travaux, hein. Je pense au bureau, Créocéan qui avait fait une étude, et qui avait énoncé qu'effectivement c'était une zone très complexe, du fait, de nombreuses formations coralliennes dans la zone. Mais réglementairement parlant, malheureusement, on a très peu, de dispositions, qui permettent de protéger ce milieu, du moins pour l'instant. D'accord. Tu parlais du corail noir. Est-ce que c'est une espèce qui est plus rare que les autres, en fait, d'où sa protection? Tout à fait, et par ailleurs, c'est un régime autonome. Alors là, on voit déjà une évolution réglementaire qu'on pourrait réaliser. C'est finalement l'intégration de cette délibération autonome dans le code de l'environnement pour plus d'accessibilité, d'intelligibilité du droit, parce que même à titre personnel, bon, je ne suis pas, ingénieur scientifique, hein, je suis juriste, mais c'est quelque chose qui m'avait complètement échappé, du fait de ce caractère finalement très autonome de ce texte, et qui est, aujourd'hui très ancien. Donc très clairement, il y a une, révision finalement des espèces protégées, à réaliser dans le code de l'environnement, et je dirais même, on pourra peut-être développer ça après, mais, je dirais même qu'il faut protéger, ou il faut prévoir des mécanismes de protection sur le lagon ou sur le récif, en général, sur le corail. D'accord, et est-ce que cette affaire, finalement, en tant que telle, concernant les Jeux olympiques, a justement permis de faire avancer, les choses? Est-ce que la réglementation va changer à la suite de cette affaire? Alors oui, parce que justement, enfin, j'en parlais il y a quelques secondes, ça a permis de mettre en exergue les lacunes, manifestes de la réglementation. Et il y a une autre lacune principale, au-delà même de la protection du récif ou du corail, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans notre droit polynésien, il y a certains ouvrages qui ne nécessitent pas d'autorisation administrative préalable, et donc aucune, EIE, aucune évaluation, de l'impact environnemental. Et par exemple, la tour des juges, hein, c'est l'exemple parfait, pas de permis de construire parce que c'est une structure temporaire de 3 mois, et donc finalement, la direction de l'environnement, elle avait été, écartée de l'instruction de ce dossier vu qu'il y avait pas de IE. Donc clairement, il faut modifier, je pense, le code de l'environnement, et plus particulièrement, je pense à, bon, alors évidemment, c'est pas très, intelligible comme ça, mais l'article LP, 1330-1, de notre code, qui, finalement rattache cette évaluation d'impact, sur l'environnement à, des autorisations administratives d'aménagement, et donc pour reprendre l'exemple de la tour des juges, pas de permis de construire, donc pas de IE, ce qui est un petit peu, comment dire? C'est une situation relativement improbable, hein, vu tout ce qui s'est passé. On construit quand même sur le domaine public, naturel, du pays, le lagon. Ça serait quand même très intéressant et même très important de prévoir, des EIE pour tout projet d'ouvrage
sur le domaine public, maritime. Sur le domaine public fluvial aussi, on peut y penser, en tout cas pour des ouvrages qui auraient une taille, assez importante comme la tour des Juges. Évidemment, si c'est juste pour, des petits pontons flottants, on n'a pas forcément Mmh. besoin, de faire une notice d'impact ou une étude d'impact qui est quand même très chère. Mais par contre, pour des ouvrages de ce type, ça a très clairement mis en avant qu'il y avait des lacunes, dans le cadre de notre droit. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, cette affaire, elle démontre vraiment que le lagon, notamment, est vraiment insuffisamment protégé, juridiquement. C'est ce que tu rappelais. Tout à fait. Tout à fait, encore une fois, il y a peut-être, un code polynésien de l'environnement qu'il faut absolument améliorer sur ce secteur, sur, cette zone géographique, et je pense que c'est plus général. On n'a pas de protection sectorielle, en Polynésie encore. On n'a pas de législation littorale, on n'a pas de législation montagne, forêt. Et je pense que ça serait quand même une bonne chose de pouvoir réfléchir à des possibilités de réglementation et pas uniquement de se reposer sur, le régime des aires marines protégées, enfin les espaces naturels classés, en Polynésie, qui pour moi ont toute leur place et tout leur intérêt, mais ne peuvent pas, et on l'a vu, gérer toutes les situations comme par exemple la situation de la Tour des Juges où ce n'était pas un espace naturel classé. Oui, d'accord. Est-ce que tu penses que le code, de l'environnement national pourrait, justement, être au moins en partie adapté, en Polynésie? Ça serait selon toi judicieux, Alors, on peut s'inspirer des dispositions nationales, mais très clairement, c'est difficile de les transposer, telles quelles. Je pense à la loi littorale, par exemple, avec, les 100 mètres inconstructibles. Autant dire que, Oui. nous on habite sur des îles, donc en fait, il y aurait plus personne. Donc il y a des adaptations, qui sont clairement nécessaires. Alors ça sera pas le même type de disposition. En plus, on a un environnement géographique tout à fait particulier, mais il faut quand même y réfléchir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nos forêts? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre lagon? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos montagnes? Et peut-être commencer par des dispositions, que certains trouveraient lacunaires, mais au moins monter cette première marche, d'une protection sectorielle. Et ça demandera quand même pas mal de consultations, locales des experts, hein, pour voir, ce qui sera, le plus efficace, et surtout avec un équilibre, des autres usages. Parce qu'encore une fois, on est sur une pression foncière qui est énorme parce qu'on est sur des petites îles. Et donc il faut à la fois protéger l'environnement, ce qui restera toujours, finalement l'objectif, principal en ce qui me concerne, mais aussi penser au développement, à l'urbanisation, à l'aménagement. Donc en quelque sorte, rendre ces autres usages plus compatibles avec la protection de l'environnement. Bien sûr, d'accord. Et est-ce que c'est prévu, cet aménagement du droit de l'environnement ou pas encore? Alors, c'était prévu. Bon, Oui, maintenant, il y a voilà, c'est tout ce dont, je parle finalement, aujourd'hui, était prévu. Les dossiers ont été transmis, finalement, au nouveau, ministère en charge de la protection de l'environnement. Donc, il y a une possibilité de suivi, ou pas. Évidemment, c'est entre les mains, du nouveau ministre. d'accord. Alors, de manière générale, donc tu l'avais un petit peu présenté effectivement tout à l'heure, quand on parlait, voilà du lieu, de surf qui était, assez sacré finalement. Mais, de manière générale, est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu quelle est la place finalement de l'océan, des fonds marins dans la cosmogonie, polynésienne? Parce que je pense que ça a une place à part finalement. Oui, oui, bien sûr. Alors bon, encore une fois, je suis juriste, je suis pas expert, en la matière, mais j'ai eu la chance d'être dans un, ministère où il y avait à la fois l'environnement et la culture, donc c'était quand même une excellente chose. Et finalement, les mythologies polynésiennes sont, très prolixes, hein, en la matière. Bon, on peut citer, Aroa, bon, c'est le dieu de la création, mais un aspect spécifique sur les océans. Ruahatu, donc là aussi, c'est, ce qu'on pourrait appeler le dieu des océans. Tumura Ifenua, c'est la pieuvre mythique polynésienne, finalement qui raccroche le ciel à la terre et qui s'étend, dans les océans, et finalement, s'étend dans l'ensemble des archipels, polynésiens,
et même du Pacifique. Bon, en bref, de manière globale, hein, enfin, nos ancêtres Maoris, hein, ils tenaient la nature en haute estime et ses ancêtres, de manière traditionnelle, conféraient à la nature une dimension sacrée, en quelque sorte une personnalité d'ordre divin, hein. Donc, l'homme étant partie intégrante de la nature et la nature partie intégrante de chacun de nous. Bon, ce qui est plutôt logique, hein, parce qu'on est dans des, milieux, finalement océaniques assez, restreints d'un point de vue terrestre. Et automatiquement, l'être humain, il fait, partie de la nature. Alors malheureusement, c'est une vision qui a, extrêmement régressé, hein, avec le développement économique, le fort développement économique et plus particulièrement après les essais nucléaires. Mais, c'est quelque chose justement, sur lequel il est très intéressant de travailler et finalement de réintégrer un petit peu Oui. plus, dans notre droit. Oui, tout à fait. Alors, je sais que les Polynésiens parlent du mana, cette puissance, cette énergie invisible justement qui émane de la nature et justement je m'interrogeais là-dessus. Est-ce que le droit de l'environnement, alors qui est une compétence du pays finalement, il faut, c'est vrai le rappeler à nos auditeurs, c'est important de préciser qu'on a vraiment un système de répartition des compétences qui n'est pas forcément, simple justement entre l'État donc la métropole, et puis le pays, donc avec la présidence et le gouvernement, polynésien et finalement ma question concerne le droit de l'environnement, à savoir est-ce qu'il prend, j'ai envie de dire presque suffisamment, en compte cette dimension spirituelle, symbolique, des éléments de la nature dont tu parlais? Est-ce que ça se traduit, dans la protection que le droit, accorde finalement à ces espaces naturels et aux différentes espèces qu'ils abritent? Alors, la réponse est simple, c'est non. Heu, donc totalement négatif. Après, on a peut-être une disposition, générale, c'est l'article LP 1100-1 pardon, du code polynésien de l'environnement, qui dispose en fait que la nature au sens général, je synthétise, appartient au patrimoine commun de la Polynésie française. Mais tout ça est très, finalement très, semblable à ce qu'on pourrait retrouver dans des codes occidentaux, classiques et notamment le code national de l'environnement. Alors c'est vrai, on a totalement la compétence en matière de droit de l'environnement, en Polynésie française, du fait de notre statut, d'autonomie. Bon, il y a toujours des compétences de l'État qui sont un peu transversales, mais dans le droit de l'environnement, on est quand même, largement, très largement compétent. Donc est-ce qu'il y a, des éléments culturels dans notre code aujourd'hui? Quasiment pas, très peu. Je pense peut-être à la disposition du Rahui, mais, tout est, très classique, on va dire, juridiquement parlant. Et c'est vrai que là encore, c'était assez intéressant d'avoir un ministère avec le portefeuille de la culture et le portefeuille de l'environnement parce qu'il y avait très clairement un projet, un petit peu plus fusionnel entre ces 2 aspects qui, était en cours. Bon, maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué parce que les portefeuilles de la culture et de l'environnement ont été séparés, mais c'est pas impossible et effectivement, c'est un champ de recherche qui est assez intéressant sur plus de culture, finalement, dans le droit de l'environnement, pour que le droit de l'environnement soit aussi mieux accepté par, nos populations. Oui, tout à fait. Alors tu parlais du Raoui, je sais de ce dont il s'agit, mais est-ce que tu peux peut-être juste définir, pour les auditeurs de quoi il s'agit? Oui, alors, en ce qui concerne le Rahui, c'est, finalement une zone de gestion, traditionnelle qui existait, en Polynésie, dans tout le Pacifique même sous des noms un petit peu différents, avec, des périodes, de prohibition qui étaient le plus souvent, réalisées par, la royauté, enfin en tout cas les grandes familles, ce qu'on appellerait les Huia'ari ou les Ari, et qui permettaient alors c'était pas stricto sensu environnemental, ça pouvait être aussi, à des fins religieuses, mais ça permettait aux ressources de se, régénérer et à la fin du Rahui, finalement, tout le monde se, réunissait pour, en fait, pour, bénéficier de la ressource ainsi protégée. Au sens contemporain, ça a une acception, maintenant qui est générale, c'est-à-dire dès lors qu'on a une, zone de protection juridique, on va parler de Rahui. Mais,
il y a aussi un mécanisme appelé Rahui dans le code de l'environnement, qui se fonde sur le mécanisme traditionnel, mais dont les dispositions sont un petit peu lacunaires et qu'il faudrait peut-être mettre à jour. Mais c'est vrai que d'un point de vue contemporain, dès qu'on parle de zone de protection, on va souvent utiliser le terme Rahui. Donc c'est une sorte de déviation par rapport à ce qu'on entendait traditionnellement parlant. D'accord. Maintenant, c'est devenu quelque chose de Est-ce qu'on général. peut Pardon. considérer, selon toi, que c'est un petit peu l'ancêtre de l'aire marine protégée, Oui, oui, complètement, ça dans on peut, transposer, les AMP, les AMG, enfin aires marines protégées, aires marines gérées, au, Rahui, même si traditionnellement, encore une fois, c'était une conception, différente. Il y a quand même des ressemblances, assez fortes. d'accord. Alors justement, quand on parle des outre-mer, on a, aussi, la Nouvelle-Calédonie, où on sait que les Kanaks, ont un rapport, très fusionnel finalement avec le vivant, les entités naturelles et il se trouve que, les îles Loyauté, donc l'une des provinces de la Nouvelle-Calédonie, qui a justement, une compétence propre en matière de droit de l'environnement, eh bien avait fait, des tortues et des requins ce qu'ils ont appelé des entités naturelles, sujets de droit, donc par délibération adoptée le 29 juin, 2023. Mais, cette délibération vient tout juste, d'être censurée, par le Conseil d'État dans un arrêt donc rendu le 31 mai, 2024, au terme duquel on peut lire qu'il n'était pas légal finalement, que les requins, les tortues marines soient, des entités, naturelles sujets de droit. En tout cas, par cette délibération des îles Loyauté puisque visiblement ça serait uniquement la Nouvelle-Calédonie, et non les provinces qui la composent qui auraient, compétence puisque, le Conseil d'État s'est focalisé sur le droit civil et pas le droit de l'environnement. Alors justement, quel est, ton regard finalement sur cette décision? Alors, effectivement, on a cette décision du 31 mai 2024, hein, du Conseil d'État que je trouve, à titre personnel, extrêmement étrange. Mais je comprends, finalement à la lecture du code de l'environnement de la province des îles Loyauté, pourquoi le Conseil d'État, a choisi cette voie. Mais encore une fois, c'est très étrange. Alors, petit rappel, hein, effectivement, il y a un partage de compétences, que ce soit en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a une collectivité, intermédiaire. Donc on a la Nouvelle-Calédonie, les provinces, l'État, les communes, le droit de l'environnement est une compétence des provinces. Donc ça, c'est ultra clair. C'est pour ça qu'on peut avoir 3, il y a 3 provinces, donc 3, codes de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Et donc on a cette disposition à l'article 242-16 du code de l'environnement de la province des îles Loyauté qui crée, en tout cas, qui se fonde sur un autre article, du code et qui, dispose que des droits fondamentaux sont reconnus, finalement à ces entités naturelles et qu'elles n'ont pas, de devoir. Et le Conseil d'État s'est totalement focalisé sur ce deuxième alinéa de l'article 242-16. Finalement, des droits fondamentaux leur sont reconnus. Donc pour le Conseil d'État, qui dit droits fondamentaux et pas de devoirs, dit qu'on touche, aux droits des personnes. Droits des personnes, droit civil. Le droit civil est de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et donc la province des îles Loyauté était incompétente pour prendre ces dispositions. Hem alors ça, c'est intéressant parce qu'aucun spécialiste n'avait vu, ça arriver. Nous, on était focalisés sur l'intérêt à agir, c'est-à-dire que, il y a des dispositions en matière d'intérêt à agir. L'intérêt à agir, porte en partie sur de la procédure pénale et du contentieux administratif. Or, la procédure pénale et le contentieux administratif relèvent de la compétence de l'État. Et donc tout le monde était, en mode, «Oh ça va tomber parce que là, on empiète sur la compétence de l'État». Et ben finalement non, le Conseil d'État énonce que ça relève plutôt du droit civil parce que, ça touche aux droits des personnes. Du coup, la Nouvelle-Calédonie, elle est totalement compétente pour, finalement reprendre ces dispositions et créer la notion d'entité, naturelle, en Nouvelle-Calédonie, hein, dans les 3 provinces.
En Polynésie, ça sera plus compliqué parce que nous, on n'a pas la totalité du code civil, on n'a qu'une partie du code civil. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que si on limitait la notion d'entité naturelle à, finalement un intérêt à agir plus élargi et à une représentativité des espèces en question, on pourrait ne pas rattacher, on va dire cette notion au droit civil. Donc ça reste encore quand même assez nébuleux, et je pense que le Conseil d'État n'a pas aidé, en la matière et il y avait un projet en Polynésie, hein, de finalement, de créer aussi cette, personnalité juridique. Alors je dis personnalité juridique, entre guillemets parce que, il s'agit, surtout de créer un régime spécifique, lié, à la nature, en tout cas à certaines composantes de la nature. Est-ce qu'il y aura une continuation de ce projet? Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il faudra faire différemment en Polynésie pour ne pas, empiéter sur la compétence de l'État en matière de droit civil. Mais en Nouvelle-Calédonie, je pense que ça peut poursuivre son cours sous une forme différente. D'accord. Est-ce que toi, pour toi, il y a une utilité, finalement, avec cette création de statut? Est-ce que tu y serais plutôt favorable, alors aussi bien en Nouvelle-Calédonie et peut-être, en Polynésie? Quelle est ton opinion sur ce sujet? Alors c'est la question fondamentale pour les juristes. Hem, alors pour moi, dans le Pacifique, en tout cas dans les territoires où il y a un lien intrinsèque entre culture, et droit, ça peut avoir un intérêt, effectivement. Un intérêt minimal qui est symbolique, mais un intérêt alternatif. Je parlais de finalement protection sectorielle, peut-être que ça pourrait, remplacer d'autres mécanismes. Heu, Par contre, je pense que ce type de protection est peut-être, moins utile dans des mécanismes occidentaux classiques où il y a déjà une très, très grande protection du vivant et où il y a peut-être des liens entre, les populations et l'environnement qui sont distendus, on va dire ça comme ça. Heu donc oui, ça peut avoir un intérêt, ça permet d'élargir justement l'intérêt à agir, donc permet de mieux protéger, certaines, espèces, ou voire certains, espaces, parce qu'on peut mettre ça en place sur des espaces, aussi. Mais ça nécessite, finalement, d'avoir, des, aspects culturels qui permettent de justifier ce système. Pour moi, sans base culturelle, particulière, ce système ne se justifie pas forcément là où il existe déjà des mécanismes de protection assez forts. Parce que ça rajouterait une surcouche. Alors déjà, en droit national, le droit de l'environnement est très complexe, on va dire, très étendu. Je pense que, rajouter quelque chose, par exemple en Europe, là-dessus, ça serait, rajouter une couche à d'autres dispositions qui sont peut-être pas utilisées à leur plein potentiel. Par contre, chez nous, je vois tout à fait l'intérêt. D'accord. Bah, après, c'est vrai que, même en droit français, enfin le statut de l'animal sauvage n'est pas vraiment pris en considération puisque, les textes du code civil, du code pénal ne s'appliquent pas à lui. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi, envisager des potentialités intéressantes pour l'extension finalement de la personnalité juridique. Mais bon, peut-être là, on s'éloigne un petit peu de notre sujet, mais je pense que ça peut être aussi, assez intéressant. Alors tu parlais tout à l'heure du nucléaire également, quel est finalement alors on va avoir des difficultés à de quantifier, mais l'impact finalement des activités anthropiques sur, la santé des écosystèmes de l'océan? Parce qu'il y a aussi tout le côté, sécurité alimentaire aussi des populations insulaires, notamment en Polynésie, française. Donc, quel quel est un petit peu le bilan que tu pourrais en tirer, de toutes ces activités anthropiques? Alors, en fait, finalement, les conséquences des activités anthropiques sur, notre milieu ou nos milieux naturels, nos espèces, nos espaces, c'est absolument énorme.
Tout simplement parce qu'on habite dans des îles, et je pense plus particulièrement en Polynésie française, à Tahiti, qui, comporte quasiment plus de la moitié de la population de la Polynésie française, hein. La Polynésie française, c'est 118 îles, 76 habitées, sur une surface, plus grande que, l'Europe, on est dans un cadre géographique tout à fait particulier. Mais dès lors qu'on se situe sur une île, dès lors qu'il y a de la pression foncière, dès lors qu'il y a de la pression des usages, dès lors qu'il y a beaucoup d'habitants, automatiquement, il y a des conséquences énormes sur, les écosystèmes. Qu'on parle d'eau, d'utilisation de l'eau, de l'assainissement qui est encore très lacunaire, des extractions et notamment les extractions en rivière, des aménagements, de l'urbanisation. On est, très, très vulnérable à ces activités humaines dans leur ensemble et je ne parle pas uniquement des activités industrielles, parce qu'on a quand même un régime d'installation classée pour la protection de l'environnement qui est, très dur. Non, non, je parle aussi pour, tout simplement les simples maisons, les simples habitations, et les activités, humaines de tous les jours. Quand on voit on n'a pas de régime d'assainissement individuel, que l'assainissement collectif est très lacunaire, on a forcément des conséquences sur, notre biodiversité. Alors c'est très difficile à quantifier encore une Bien fois. sûr. On a des études, liées, enfin qui commencent, liées aussi à l'agriculture parce qu'on a des objectifs, d'autosuffisance. Bon, des objectifs qui sont inatteignables, mais en tout cas des objectifs nobles, de croître nos activités, pour qu'on soit moins dépendant de l'extérieur. Mais l'agriculture et on le voit bien en Europe, ça a des effets, importants sur l'environnement. Les exploitations, animales notamment, qui existent, mais qui sont quand même assez, très, très modérées. Donc une nécessité quand même de protection de l'environnement assez, importante. On peut aller même plus loin, la pêche, hein. On a des objectifs de multiplier par 3 notre pêche. Alors, ce qui, d'un point de vue statistique, est totalement, cohérent parce qu'on utilise très peu nos quotas. On est, dans une pêche très, très durable. Mais là aussi, qui dit multiplication, finalement de notre pêche, dit des aménagements, des équipements, des ports, hein, qui vont s'accroître, plus de navires et donc plus d'impact, sur notre environnement. Il faudra être, particulièrement, vigilant, à cet égard et je ne parle même pas aussi de la gestion des déchets, hein, qui est un impact absolument, gigantesque sur, nos environnements parce qu'on a très peu de centres d'enfouissement technique, hein. Dans beaucoup de communes, c'est des décharges, sauvages, hein, en tout cas des décharges qui ne sont pas régulières, et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. D'accord, bah, écoute, oui, à t'entendre, là, on se rend compte un petit peu de la masse de travail et tu parlais des navires justement, qui vont se déployer. Quelle est la régulation justement des usages aussi de l'espace maritime, en ce qui concerne, bah, les tu parlais de la pêche et cetera. Comment ça se passe en fait en pratique? Alors pour le coup, en théorie ici, on n'est pas très mauvais, on est même plutôt bon parce qu'il y a un grand nombre de mécanismes qui existent, dans nos espaces, maritimes, hein, je vais peut-être, parler des différents mécanismes qui existent. Donc on a Te Nui Atea, c'est en fait l'aire marine gérée, sur toute notre zone économique exclusive, hein. Alors certes, c'est un petit peu une coquille vide, mais en réalité, cette coquille vide, on a rédigé un plan d'action qui est très, développé et qui prévoit des classements plus précis, hein, dans le futur. C'est déjà, en ordre de bataille. On a les zones de pêche réglementées, ce qu'on appelle les ZPR, alors là, qui relèvent d'une compétence propre au ministère, en charge des ressources marines et qui permettent de limiter la pêche, en fait, dans certaines zones et ça marche très bien. C'est très bien géré, par la direction des ressources, maritimes. Ça marche tellement bien qu'on les appelle aussi, Rahui, alors qu'en fait, c'est pas des aires marines protégées, hein, c'est, des zones de pêche réglementées. On a aussi les espaces naturels classés, alors là, qui peuvent être aussi terrestres, hein, qui relèvent, du code, polynésien de l'environnement. Il y en a pas mal. On a le Rahui qui relève donc du code polynésien de l'environnement à l'article LP, 2122-1
Bon, même si je l'ai déjà énoncé, il faudrait quand même, le mettre à jour, intégrer un petit peu plus de culture dedans et en tout cas rendre ces dispositions plus effectives. On a les plans de gestion d'espaces maritimes. Alors là, c'est vraiment une spécialité, enfin une spécialité, quelque chose d'assez spécifique à la Polynésie, les PGEM, qui relèvent du code de l'aménagement et qui sont en fait enfin c'est une sorte de plan d'aménagement, de plan d'urbanisme, mais en mer, pour les activités en mer et il y en a qu'un seul aujourd'hui à Moorea, mais c'est très particulier. On a, aussi, et c'est bien connu, les aires marines éducatives, hein, qui finalement se sont propagées, un petit peu partout dans le monde, en tout cas, au niveau du droit national. Alors là, ça relève du portefeuille de l'éducation et l'objectif, c'est, finalement de permettre à des écoles, à des classes d'être très sensibilisées à leur environnement, marin proche. Ça, c'est issu finalement de travaux qui ont eu lieu aux Marquises. Donc la réglementation, elle existe, hein, bon par contre, si on parle de son effectivité, c'est là où on peut être un petit peu moins, optimiste, parce qu'il faut se pencher sur l'aspect gestion, en fait, de ces zones, au-delà de leur simple création réglementaire. J'ai toujours dit, en fait, on peut créer, plein de protections, plein de zones protégées, mais si elles ne sont pas gérées a posteriori, ben, finalement, ça fonctionne pas. Alors pour les ZPR, ça fonctionne plutôt bien. Pour les espaces naturels classés, ça dépend. En tout état de cause, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut que des populations locales intéressées soient motivées pour protéger, leur environnement direct, ou alors il faut qu'il y ait une volonté de protection des espaces maritimes plus lointains de la part du pays, avec une vraie gestion a posteriori, des vrais comités de gestion et des vraies mesures, et malheureusement aussi de l'argent, hein, parce que ça nécessite, un petit peu d'argent par rapport à tout ce qui est gestion et contrôle. Et peut-être qu'auparavant, on a beaucoup classé sans réfléchir vraiment à cette, gestion et pour moi, il est, essentiel que ça soit du bottom up et pas, un système hiérarchique, finalement, qui vienne du haut. Donc le pays doit s'appuyer finalement sur les populations locales intéressées pour créer ces, systèmes de protection et notamment sur les communes et qui seront les mieux à même de, protéger leur environnement direct. Oui, alors quand tu parlais de zones réglementées et zones protégées, en fait, la zone protégée, il y a pas de pêche du tout par rapport à la zone réglementée? Comment ça se passe, Ah, en fait, c'est libre, donc sur les espaces naturels classés, on peut finalement, choisir sa géométrie variable, hein. C'est un peu à D'accord. la carte. Est-ce qu'il y a de la pêche? Est-ce que c'est du no take, c'est-à-dire pas de pêche du tout? Est-ce qu'on protège pour une certaine durée? On est très, très libre sur ce mécanisme. Ce qui au final est une bonne chose. Alors, c'est une très bonne question parce qu'on a eu un débat, sémantique assez fort il y a quelques années sur les AMP ou les AMG. Aires marines protégées, aires marines gérées. Mmh. En fait, très rapidement, le mot AMP, bon pour moi c'est un non-sens, hein, mais, le mot aire marine protégée a été rejeté en Polynésie parce que automatiquement, finalement, chez les gens, ça évoquait du no take, ça évoquait des interdictions, générales et absolues. Ce qui évidemment ne fonctionne pas très bien dans une, zone où les gens vivent quand même beaucoup de la pêche, Bah, oui, bien sûr. et notamment de la pêche lagonaire et c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui un petit peu plus le terme AMG, aire marine gérée, pour éviter, cette confusion. Bon, au final, c'est purement du symbolique, hein, une AMP n'a jamais été par nature une aire marine où on fait du no take. Une AMP, c'est là aussi à géométrie, variable. Mais c'est pour ça qu'on utilise plus le terme aire marine gérée en Polynésie, mais on peut choisir. D'accord et tout à l'heure quand tu parlais du Rawi, est-ce que, c'est la seule structure en fait qui est gérée par les autochtones ou il y a d'autres, structures où les locaux sont vraiment, associés finalement à cette gestion?
Alors bon, c'est assez spécifique. Alors déjà sur la notion de peuple autochtone en Polynésie, alors c'est une problématique assez générale dans le Pacifique, hein, parce qu'on on est dans des territoires où finalement les autochtones sont largement majoritaires, hein. Très clairement, en Polynésie française, on a plus de 80 de la population qui est, autochtone, assimilée, autochtone en tout cas. C'est une situation très différente, à la Nouvelle-Calédonie, par exemple, où là, on a un peuple autochtone qui est, du coup minoritaire, à Oui, Hawaï aussi, où les Kanaka Maoli sont minoritaires, mais dans la plupart des territoires du Pacifique, ils sont majoritaires. Ils ont le contrôle de leurs institutions et déjà, là, on a un problème par rapport aux définitions internationales des peuples autochtones. Parce que même si la Déclaration des Nations unies, sur, les droits des peuples autochtones n'en parle pas, la doctrine a vraiment créé des critères, qui sont un peu bizarres, sur le fait que ne peut être, peuple autochtone que, une population qui n'aurait pas le contrôle de ses institutions et qui serait minoritaire dans son territoire. Ce qui n'a aucun sens, et du coup, on a des difficultés et des difficultés aussi liées au droit national, hein, parce que la France ne reconnaît pas, oui, le peuple polynésien ou les peuples polynésiens comme des peuples, autochtones, ne reconnaît que le peuple kanak en Nouvelle-Calédonie et dans une forme un petit peu plus, on va dire un petit peu plus minorée, les Amérindiens en oui. Guyane, mais il y a aucune reconnaissance légale, en Polynésie. Alors bon, mis à part ça, le Rahui, c'est un système qui est avant tout informel à la base. C'est-à-dire que des populations intéressées, dans un lieu vont décider par eux-mêmes, en dehors de tout cadre juridique, de ne pas pêcher, peut-être de Même encore telle période à actuellement? telle, même encore actuellement, D'accord. notamment dans certaines îles où, en fait, il faut encore le répéter, on est dans un espace qui est, plus grand que l'Europe. On a 118 îles, voilà, 76 habitées. Les autorités publiques ne sont pas aussi présentes, Mmh. qu'au niveau national partout. On a les communes, mais parfois les communes elles-mêmes, décident d'organiser, des mesures de protection, en dehors du droit polynésien. Donc ça existe encore aujourd'hui, ça fonctionne D'accord. et c'est pour ça que dans le code polynésien de l'environnement, même s'il y a un début de reconnaissance, il faudrait poursuivre, modifier les dispositions pour rendre ces mécanismes plus intégré, mais plus intégré sans créer d'usine à gaz. Il faut que ça Oui, continue à fonctionner de manière naturelle, mais il faut qu'il y ait une reconnaissance, qu'on sache où, il y a ces aires marines, gérées sous la forme de rahui. Oui, c'est le mécanisme, utilisé par les Polynésiens, de manière, la plus, globale qui soit, mais encore une fois, on intègre, sous l'appellation rahui, les mécanismes qui sont, très juridiques est très institutionnalisé en quelque sorte. Donc il y a les mécanismes informels d'accord. et les Donc mécanismes il y a un peu formels. 2 types de Raoui finalement, officiels et 3, 4, officieux 5, finalement. D'accord tout à et fait. peut-être que finalement, parce que finalement ça fonctionne bien dans ce que tu dis, même ceux qui sont, officieux, peut-être juste même un système de déclaration, qui soit assez simple, Exactement. ça pourrait être intéressant, quoi. Exactement et c'est ce qui était prévu. Intégrer plus de culture et permettre une déclaration sous une forme libre, hein, encore une fois, il faut pas créer un système Oui, internet, pour des îles où il y a pas internet, hein, par exemple, ou si la connexion est mauvaise, et donc un système déclaratif qui permettrait en fait de savoir où, se situent, finalement ces aires marines, gérées plus informelles, et permettre une reconnaissance parce qu'on pourrait aussi, tenir compte de ces rahuis dits informels, dans le cadre des autorisations, de construction d'équipements ou oui, d'aménagement, tout à fait, même ce qui n'est avec pas un le cas aujourd'hui. registre finalement, un registre tenu. Parce que finalement, là, si on a des bons résultats finalement dans la gestion, ils peuvent pas non plus être pris en compte, dans les statistiques finalement, si on n'a rien qui puisse les répertorier. Tout à fait. Alors, c'est pas pris en compte dans les statistiques. Alors bon, il y a des projets aussi, pour reconnaître, au niveau international, les mécanismes de ce type, sous une forme particulière, mais de toute manière, si on n'a pas de statistiques, on ne pourra pas les intégrer en tant que tels.
Bah oui, tout à fait. Et donc là, quand tu parlais du Raoui qui est, dans le code de l'environnement, lui, comment ça se passe en fait pour le mettre en place par rapport aux autres aires réglementées, protégées et cetera? Quelle est la différence en fait? Alors je sais que c'est un peu complexe parce que alors surtout moi je suis privatiste et pas publiciste effectivement, mais voilà pour avoir un ordre d'idée dirons-nous. Alors, justement, l'objectif à l'époque de l'intégration du Rahui dans le code polynésien de l'environnement, c'était de prévoir, une disposition qui permettrait indirectement de reconnaître, l'existence de ces mécanismes informels. D'accord. Il y a quand même des problèmes aujourd'hui dans les dispositions, c'est-à-dire que dans le code de l'environnement, n'est considéré comme, Rahui, que des, finalement dispositions orales. Donc on ne comprend pas pourquoi, ça pourrait ne pas être, écrit. Parce qu'en réalité, parfois les mairies, prennent des délibérations qui viennent, non pas contredire le droit polynésien de l'environnement, mais qui sont un peu, on va dire borderline à ce point de vue-là. Mais là, il y a le problème de l'oralité et de l'écrit. Dès lors que c'est uniquement oral, on a une problématique liée à son identification Bien et aux sûr, statistiques dont on parlait il y c'est a quelques traçabilité. instants. Exactement et alors ça pourrait être oral, mais ça peut être écrit aussi, je pense que ça serait intéressant de l'insérer. Ensuite, on a, l'aspect effectivement déclaratif qui n'existe pas. Donc en réalité, c'est une mesure très incantatoire aujourd'hui, la disposition Rahoui dans le code polynésien de l'environnement. Ça prévoit quelque chose, mais on ne sait pas si ça existe, tout simplement. Donc il faudrait aussi intégrer, un aspect déclaratif et le troisième point, c'est qu'il faut absolument intégrer des aspects culturels plus clairs, dans, le cadre, du Rahui, c'est-à-dire au moins quelques définitions, qui peuvent rester juridiques, mais qui sont rattachées aux traditions, relatives au Rahui. On a beaucoup de travaux sur le Rahui, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus et je pense notamment à Tamato Abambridge Oui, qui, tout à fait. a beaucoup travaillé sur le sujet. Donc, on peut intégrer une dose de culture finalement dans notre code polynésien de l'environnement. On en revient à ce Oui. qu'on énonçait tout à l'heure. Et je pense qu'il faudra réaliser ces modifications. Alors, on avait proposé une modification de cette disposition qui relève du domaine de la loi, donc c'est assez, c'est plus complexe, hein, il faut adopter une loi du pays. Et on se posait la question, est-ce qu'on le fait passer, tel quel ou est-ce qu'on, pense à une réforme plus globale des espaces maritimes et notamment des aires marines protégées et gérées, et des espaces naturels classés? Parce que c'est compliqué finalement de passer une loi du pays juste pour un article à modifier, et peut-être qu'une réforme plus globale aurait été intéressante, mais encore une fois, on verra si le nouveau ministre, continue sur ses projets. D'accord, très bien. Non, mais c'est vraiment très, très intéressant donc c'est pour que voilà, je voulais un peu approfondir le sujet. Alors, quand on parlait tout à l'heure de l'exploitation finalement des ressources, en ce qui concerne les ressources minières, sous-marines, c'est vrai qu'on a vu, hein, le président, Brotherson, y être opposé. Alors que, les îles Cook, par exemple, ont fait justement le choix de l'exploitation. Alors toi, quel est ton regard justement sur, l'exploitation des ressources minières, sous-marines, en Polynésie française? Oui, alors, en fait, il y a eu plusieurs études, mais ce qu'on peut, il y a eu d'ailleurs très récemment un colloque, un séminaire, à la présidence de la Polynésie sur les monts sous-marins. Ce qui est sûr, c'est que en fait, on ne sait rien de nos écosystèmes profonds ou très peu de choses, C'est vrai, notamment en Polynésie. Alors, on a quand même une grande partie, encore une fois, culturelle, de mythes et légendes, du fait que finalement les fonds sous-marins et l'océan en général fait partie intégrante de la pensée et de la culture polynésienne. Mais je vais le répéter, nos connaissances sont très limitées. On a créé cette grande aire marine gérée Tainui Atea en 2018, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 5 millions de kilomètres carrés à peu près. Et dans le plan d'action lié à Tainui Atea, justement, il est prévu que l'on étudie les écosystèmes profonds, les monts sous-marins, que l'on s'appuie sur la recherche scientifique et les savoirs traditionnels.
Et donc effectivement, en 2022, la Polynésie, elle s'est, engagée contre l'exploitation minière. Le président Moetai Broderson est très opposé à cette exploitation minière. Dans le Pacifique, c'est un sujet un peu tabou, hein, un peu tabou. On n'en parle pas parce que c'est un sujet qui ne fait pas consensus. Or, dans le Pacifique, la Pacific Way, c'est le consensus. Là, on a des problématiques avec des différents États qui veulent exploiter ou qui sont contre l'exploitation. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas, mais qu'on présume que les écosystèmes sont primordiaux et peuvent être primordiaux, notamment sur la pêche, notamment les monts sous-marins, peut-être des zones de reproduction ou des zones de, finalement d'alimentation des thons. Et donc le principe de précaution quand même, voudrait que, on n'exploite pas en fait ces fonds sous-marins. Les études qui ont été faites ailleurs dans le monde montrent que les monts sous-marins sont souvent, très particuliers avec des écosystèmes très, très riches, et donc il faut les préserver. Et donc ça pose problème avec les îles Cook qui, elles, sont très avancées dans l'exploitation et c'est pour ça que nous, il faudrait faire un état zéro, des monts sous-marins ou en tout cas des espaces sous-marins qui se situent, au plus proche de la frontière avec, les îles Cook pour avoir, un état zéro d'avant et peut-être d'après malheureusement avec, on le pense, des pollutions assez importantes liées à l'exploitation de ces fonds sous-marins, des nodules polymétalliques en particulier. En tout cas, il y a des travaux en cours sur le sujet, notamment avec le ministère en charge des ressources marines, la direction des ressources marines et l'Office français de la biodiversité, hein, l'OFB, en Polynésie, sur des connaissances plus importantes en la matière. Globalement, tout le monde est aujourd'hui, opposé à ce type d'exploitation, mais il faut en parler. Il y a quand même, toujours cette volonté d'autonomie économique dans le Pacifique, et peut-être que, l'exploitation des fonds sous-marins permettrait, de nouvelles ressources pour, les États du Pacifique et donc il y a cet équilibre avec les usages qui va s'exercer dans la zone. Toujours est-il que pour l'instant, la plupart des territoires y sont opposés. D'accord, et quand tu parlais tout à l'heure effectivement des monts sous-marins, est-ce que enfin je sais que en Nouvelle-Calédonie, il y a vraiment par rapport à la cosmogonie, le fait que l'on assimile le fond en fait de l'océan, au repos, au lieu de repos des défunts et cetera. Est-ce qu'il y a des similitudes avec, la Polynésie sur ces points-là, en ce qui concerne Alors la représentation? encore une fois, je ne suis pas expert, mais oui, alors pas de similitude, à ma connaissance sur, ce qui vient d'être énoncé, mais il y a quand même une partie, de tradition qui porte, sur, les fonds, sous-marins. Je parlais de la mythique pieuvre, tout à l'heure qui, elle, repose dans ces fonds sous-marins, donc il ne faut pas troubler. Mais ce qui est intéressant à cet égard, c'est que le ministère avait lancé, une étude en collaboration avec, la direction de l'environnement, des associations locales et des ONG internationales sur l'acquisition de connaissances, sur les traditions finalement qui sont liées à ces monts sous-marins et liées au fond de la mer. Et donc il y a une volonté d'acquisition de plus grandes connaissances sur finalement, les traditions des populations, locales qui peuvent être différentes en fonction des archipels aussi, il faut le préciser. Oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien aussi d'avoir ces connaissances-là pour que ça soit au service du droit et la protection finalement de l'océan, donc Complètement. c'est vraiment très, très intéressant. Alors je vais, terminer finalement, cette interview pour, te poser peut-être une question un petit peu plus, personnelle finalement. Qu'évoque pour toi, je dirais, l'océan? Quelle est sa place dans tes recherches? Et puis, peut-être si on regarde un petit peu vers l'avenir, quelles sont, là où les mesures qui, à ton sens, seraient les plus urgentes à adopter pour, une meilleure protection de l'environnement maritime en Polynésie française? Alors moi, à titre personnel, l'océan est là, évidemment, c'est vrai pour tous les Polynésiens, il est essentiel, hein,
alors évidemment, c'était un peuple de navigateurs. Alors moi, je ne je ne le suis pas, comme beaucoup de personnes, mais il y a quand même une place, vraiment centrale de la mer et de l'océan, chez tous les Polynésiens. On le voit quand même dans notre droit, il y a une protection quand même qui est, très étendue en Polynésie, sur les mammifères marins, sur les requins, dans toute la ZEE en général, on a vraiment une réglementation de protection. Moi, à titre personnel, évidemment, c'est très important. Évidemment, mes recherches sont liées aussi, en grande partie, à l'océan. Et je pense notamment, finalement aux effets du changement climatique avec, les possibles modifications des lignes de base et des espaces maritimes, des, États et territoires du Pacifique. Alors en fait, j'ai commencé mes recherches là-dessus il y a très longtemps, sur, les notions de réfugiés climatiques, d'apatrides climatiques, de disparition, naturelle d'États, donc c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et c'est vrai que, bah, là, on va avoir l'UNOC, à Nice en juin 2025. Donc l'État est très concentré sur cette année des océans, sur, finalement cette conférence des Nations unies. Conférence qui permettrait quand même de mettre en avant, par exemple, le traité, BBNJ, hein, Biodiversity, Beyond National Jurisdiction, que la France va normalement ratifier sous peu, qui a été vraiment poussé par les États du Pacifique, hein, parce que ça permet, potentiellement de créer notamment des sortes d'AMP, alors je sursimplifie, mais en haute mer, sous réserve de on va dire d'accords, des États, côtiers, qui sont dans la zone. Hem Ça permettrait aussi finalement cette année de l'océan et l'ensemble des travaux sur l'océan, des chercheurs de, mettre aussi en avant les positions du Forum du Pacifique sur cette possibilité de geler les lignes de base justement, de cristalliser ces lignes de base pour permettre une, survie des États et territoires du Pacifique au travers de leurs espaces, maritimes. Alors il y a eu des déclarations qui ont justement été adoptés par le forum. Dans le Pacifique, on parle beaucoup de Blue Pacific, Pacifique bleu, parce que l'accent est mis sur les océans et sur, finalement cette thématique, très importante pour, les océaniens. Donc en gros, oui, c'est important pour moi, oui, ça fait partie de mes recherches et je pense que, il va y avoir de plus en plus de développement sur la protection de l'océan au niveau international parce qu'on s'est beaucoup finalement concentré sur le vert. Il est temps de se concentrer sur le bleu maintenant. Bah, écoute, merci beaucoup, d'avoir répondu à mes questions, Raimana, et puis de voilà, d'être le premier intervenant de ce podcast que je lance et puis voilà, Merci merci beaucoup. aussi de ton engagement au service de la planète et de l'océan. Merci, Maruru. Naururu. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast One Health en action.